avec nous en duplex de Casablanca. Notre invité de ce vendredi matin, Yasmine Chami, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 24. Vous êtes anthropologue, Bonjour. romancière marocaine et vous suivez évidemment avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe dans votre pays. On va commencer par le commencement. On va commencer par ces nouveaux appels à entrer massivement à Ceuta, mais aussi à Melilla. La date du 15 août est avancée, comme on l'a dit. Est-ce que, compte tenu de la situation, Yasmine Chami, ces appels risquent d'être suivis? Écoutez, je ne sais pas. J'espère bien que non, parce que on voit bien ce qui se passe pour ceux qui tentent de traverser la frontière de manière définie comme illégale. On voit bien la violence, en fait, la précarité des conditions d'arrivée, et puis bien sûr aussi l'immédiateté du réembarquement à destination du Maroc. Donc j'espère que ces images qui ont quand même bouleversé le Maroc feront leur effet, et puis aussi il y a une très grosse dissuasion sécuritaire. Le ministère marocain, justement, de l'Intérieur promet des arrestations, des poursuites à l'encontre de ceux qui seraient tentés par cette traversée. Est-ce que, Yasmine Chami, on assisterait à un durcissement du ton de la part du Maroc, qui avait été accusé de passivité face à ces franchissements? Oui, enfin bon, passivité, vous savez, enfin, les accusations. Moi, j'avoue que j'ai été un peu étonnée parce que on était en pleine fête du trône, donc les forces de l'ordre marocaines étaient massivement, disons, situées dans le nord du Maroc, pas pour les raisons de surveillance des frontières, mais davantage pour assurer, eh bien, la sécurité de la cérémonie. De la Beïra. Et puis il y a aussi bien sûr l'opération Marhaba qui mobilise tous les ans un nombre impressionnant de forces de l'ordre. Donc je pense qu'il y avait vraiment là une désaffection passagère en fait du contrôle aux frontières. Je ne crois pas tellement à l'histoire de. Il n'y a pas d'intérêt pour le Maroc à salir son image internationale et au moment même où il s'efforce de se présenter comme un candidat fiable, enfin un candidat d'ailleurs assumé, hein, à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, où en fait il y a un véritable développement sur le plan des infrastructures. Je ne vois pas très bien quel aurait été l'intérêt du Maroc d'ouvrir ses frontières ainsi. Mhm. Autant en 2021, oui, ça avait été revendiqué, autant là, je crois que c'est pas une hypothèse qui tient vraiment la route. Il y avait à l'époque l'histoire du Sahara qui pesait dans la balance. Aujourd'hui, la situation est différente. On a vu ces franchissements massifs. On a également raconté que les jeunes sont repartis dans leur grande majorité et chez eux. Il n'empêche, Yasmine Chami, qu'est-ce que cette crise dit de la situation de la jeunesse marocaine? Alors ça, c'est plus intéressant comme lecture parce qu'évidemment, bon, il y a eu un appel enfin, en tout cas, il y a eu la diffusion sur les réseaux sociaux d'un communiqué, en tout cas, qui faisait part d'une décision juridique espagnole, disons, de l'assouplissement de l'accueil des migrants clandestins, en particulier, en tout cas, l'idée que tout le monde ne serait pas refoulé. Et ça a suffi pour faire flamber le désir de partir, qui était donc déjà là, hein. C'est pas possible. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui se mobilisent pour partir, et de très jeunes aussi. Ce qui est quand même frappant dans la constitution démographique qu'on essaye un petit peu d'analyser aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les données, hein, on attend, c'est quand même que les candidats au départ peuvent avoir 15 ans. Il y a des milliers en fait de jeunes, 1500, 1700, je crois, jeunes qui avaient moins de 18 ans. Donc, et qui ne sont pas encore confrontés à la question du marché du travail, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle les NEET, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de perspective d'emploi à moyen terme. Donc en fait, il y a vraiment dans l'imaginaire de cette jeunesse en fait une très forte désirabilité du continent européen et une faible désirabilité pour leur pays. Et ça pose un vrai problème. Donc Il y a des l'idée, conditions en objectives, bien gros, sûr. qu'un avenir meilleur serait à construire, non plus au Maroc, mais ailleurs, en Europe. Mais oui, bien sûr. Vous savez, oui, oui, il y a de fait, en fait, le Maroc a investi beaucoup dans l'éducation de la jeunesse. Et le paradoxe, c'est que nous avons aujourd'hui une grande partie de la jeunesse qui est éduquée, mais dont les aspirations professionnelles ne rencontrent pas la réalité du marché du travail. Et donc, ça crée un sentiment de frustration terrible. C'est-à-dire que même si vous travaillez, pour la plupart des jeunes, ou pour une grande partie des jeunes, en fait, eh bien, vous n'avez pas accès à l'autonomie de vie que le travail apporte parce que les rémunérations sont insuffisantes, parce que le travail que vous finissez par accepter de faire ne correspond pas à vos qualifications professionnelles ou à celles que vous imaginez que vous avez.
parce que les diplômes sont diplômants mais n'ouvrent pas l'accès au marché du travail. Donc il y a la question de l'ajustement de la formation à la réalité du monde du travail. Donc ça pose des questions de fond quand même pour le Maroc. Oui, Vous bien sûr. parleriez d'échec de politique vis-à-vis de la jeunesse au Maroc, Yasmine Chami? Ah oui, bien sûr, c'est un constat. En tout cas, c'est une image qui n'est pas une image de réussite, c'est certain. Quand vous avez des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui se ruent à la moindre information sur les réseaux sociaux à la frontière, ça pose bien sûr la question des aspirations de cette jeunesse et de la manière dont le pays, en fait, évidemment, y répond ou n'y répond pas. Et vous savez, dans les aspirations, elles peuvent être même floues, mais le sentiment d'être entendu, écouté, et le sentiment qu'il y a une possibilité pour l'avenir, en fait, de vivre mieux. Or ici, il y a un blocage. Il y a le sentiment, en tout cas, d'un blocage et d'un blocage d'une trajectoire de vie. Donc, Blocage c'est ça qu'il faut entendre. dans un Maroc où pourtant on peut vivre très bien. Vous dites, Yasmine Chami, quand on a de l'argent, le pays se porte quand même bien. 4% de croissance, des infrastructures qui en jettent, si l'on peut dire. Comment expliquer ce décalage, en fait, entre un Maroc qui va de l'avant, ce que tout le monde constate, et parallèlement ces images-là? Manifestement. Bien, ça veut dire que c'est un développement qui, en fait, n'est pas inclusif. Je crois que, et qui n'est pas inclusif dans les faits, mais qui n'est pas inclusif dans les imaginaires non plus. Vous savez, les politiques de développement telles qu'elles ont été conçues et les paramètres, les indicateurs du développement qui sont retenus ne laissent qu'une faible part, en fait, hein, à la question du bien-être, de l'intégration du plus grand nombre dans un modèle social vertueux. Donc, le Maroc a fait beaucoup, beaucoup d'efforts, hein, la généralisation de l'AMO pour l'accès en fait aux soins de santé, mais en même temps il y a la désaffection de la santé publique, le fait qu'aujourd'hui pour avoir en tout cas le sentiment qu'un avenir est ouvert aux enfants, il faut les scolariser dans le secteur privé, ça coûte très cher. En fait, tout devient très cher au Maroc. Les besoins fondamentaux demandent en fait des ressources matérielles qui ailleurs, dans l'imaginaire des migrants, ce sont des besoins qui sont satisfaits par les États, les États européens qui sont vécus davantage comme des États-providence, à tort ou à raison. Le pays se développe, mais le développement n'est pas inclusif, on l'a entendu. Yasmine Chami, la question de la souveraineté du Maroc sur Ceuta ne figurait pas parmi les enjeux de cette crise, mais on a entendu hier le ministre marocain de la Justice dire que Ceuta ainsi que Melilla sont des enclaves occupées par l'Espagne. La réponse de Madrid a été immédiate et sans équivoque. Ces territoires sont espagnols par essence, a dit Madrid, et sont donc intouchables. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce jeu de mots diplomatique de ces Oui, algarades? oui, oui, c'est ça. Oui, c'est une escarmouche à fleur de moucheté, en fait. Vous savez, est-ce qu'un territoire est par essence lié à une nation? La notion de nation, elle est très récente. Elle date pour les États européens du 19e siècle. Auparavant, Sebtsa, nous on dit Sebtsa au Maroc, hein, Sebtsa et Melilla bien été, vous le savez, elles étaient phéniciennes, hein, et puis elles ont été romaines, puis byzantines, et puis elles sont passées sous domination musulmane en fait, hein, au 8e siècle. Ce n'est qu'au Moyen Âge en fait qu'elles vont vraiment appartenir successivement au royaume du Maghreb et d'El-Andalus. Donc voilà, sous les Almoravides, sous les Almohades, et puis aussi sous les Mérinides, en fait, elles ont été effectivement arabo-musulmanes. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr, juste avant, enfin quelques décennies avant la chute de Grenade, donc en 1415, la conquête portugaise en fait de Ceuta, et puis la reprise de Ceuta par le royaume espagnol au moment de la fusion des royaumes du Portugal et d'Espagne. Et Mhm. puis le Maroc a reconnu en fait au 19e siècle, hein, vous le savez, par un traité en fait conclu entre le sultanat et le royaume d'Espagne, a reconnu en fait en fait l'hispanité de Donc Ceuta. tout cela pour dire C'est le qu'au traité qu'on appelle final, de Guadras. quand il s'agit de ce type de territoire, rien n'est absolument immuable. Yasmine Chami, on l'a compris. Dernière question quand même. Oui. On a évoqué le passé, on a évoqué le présent. Quid de l'avenir? Comment empêcher, pour en revenir aux questions que nous posions tout à l'heure sur le développement qui ne serait pas inclusif, comme vous le rappeliez, comment expliquer la répétition de ce type de situation, de ce type de départ massif en dehors de ces contextes-là que l'on connaît? Comment éviter cela?
Je ne sais pas comment éviter cela. Vous savez, le monde est régi par ce qu'on pourrait appeler la colonialité, c'est-à-dire au fond la question des frontières et la question de qui peut traverser une frontière et qui ne peut pas. Je crois que ce qui se passe au Maroc est emblématique de ce qui se passe partout ailleurs où les frontières permettent la circulation des flux financiers et des marchandises et pas des êtres humains. Hein. On a vraiment ce qu'Achille Mbembe appelle une nécropolitique, c'est-à-dire au fond ceux qui sont dotés d'un passeport européen ou d'un visa peuvent traverser en ferry ou en avion, et puis ceux qui ne sont pas dotés de ces instruments distinctifs ou des outils techniques, cette technicité de la frontière, eh bien, sont réduits à traverser à la nage et à affronter la mort. Quand on voit les mères marocaines à la frontière massées avec des photos de leurs enfants, qui demandent à ceux qui reviennent s'ils n'ont pas vu en fait leurs enfants, ça crève le cœur. Hein. Mhm. Et ça rappelle de nombreuses scènes à travers le monde où il y a des gens qui sont derrière des murs, qui sont derrière des barbelés, qui sont derrière des voilà et qui ne peuvent pas traverser, qui n'ont pas accès en fait à ce qu'ils désirent. La question, c'est comment est-ce qu'un pays du Sud organise la désirabilité de son propre territoire, hein, Merci. et je pense que ça passe par effectivement forcément une prise en compte profonde en fait hein, des désirs de la jeunesse, logement, dignité, accès au marché du travail, autonomie, et puis probablement aussi des sociétés plus démocratiques, Merci certainement. beaucoup, Yasmine Chami, anthropologue et romancière marocaine. Vous écouterez encore longtemps. Merci pour ces explications, ces Je vous en analyses prie, sur la situation je vous en prie. du Maroc.